Lancelot du Lac, c'est un personnage compliqué à aborder. Encore aujourd'hui, de tous les chevaliers de la table ronde, c'est l'un des plus célèbres. Il a connu une fortune incroyable dans les textes médiévaux, malgré une origine assez obscure. Les deux premiers textes où on le voit apparaître, c'est Le Chevalier d'Acharette de Chrétien de Troyes et Lanzelet d'Ulrich von Zatzikoven. J'ai probablement massacré la prononciation, je suis vraiment désolé. Mais avant ça, rien du tout. Certains médiévistes ont essayé de démontrer qu'ils trouvaient ses origines chez le dieu Lugh de la mythologie celte. N'étant pas expert, je peux difficilement vous dire s'ils ont raison ou tort, mais il faut avouer que ce serait super classe. Après Chrétien de Troyes, Lancelot a commencé à apparaître dans un grand nombre de textes. Le Lancelot en prose, les continuations du conte du Graal, la mort du roi Arthur, etc., etc. Non seulement il est fréquemment présent dans les textes, mais il occupe souvent un rôle central. Déjà au XIIIe siècle, Lancelot est l'un des chevaliers les plus importants de la matière de Bretagne. Il a su s'imposer parmi les grandes figures. Alors, comment est-ce que Lancelot fait son entrée dans le monde arthurien ? On va voir ça tout de suite. La reine Guenièvre a été capturée. Un chevalier félon appelé Méléagant a interrompu les festivités le jour de l'Ascension et l'a emmené dans son royaume. Il a également capturé un grand nombre des sujets du roi Arthur et le sénéchal Queux. Gauvin se lance à sa poursuite. En chemin, il rencontre un chevalier inconnu qui se joint rapidement à lui. Vous l'aurez deviné, ce chevalier c'est Lancelot. Après avoir un peu chevauché, Gauvin et Lancelot rencontrent un nain qui conduit une charrette. Il leur propose un marché. Il leur révélera ce qui est arrivé à la reine s'ils acceptent de monter. Le problème, c'est que consentir à monter dans une charrette, c'est un signe de grand déshonneur, comparable au pilori. Lancelot hésite un peu, mais finit par monter. Gauvin refuse et choisit simplement de les suivre à cheval. Ils traversent une petite ville où Lancelot est hué comme un chien par tous les habitants. Puis ils se reposent dans un château pour la nuit. Là, leur hôtesse leur indique où ils vont coucher. Mais dans la même chambre se trouve un lit plus grand et plus somptueux. La demoiselle interdit à Lancelot d'y dormir, mais il le fait quand même. En pleine nuit, le plafond est transpercé par une lance gigantesque qui s'enfonce dans le matelas, attachée à une banderole enflammée. Lancelot échappe de très peu à la mort. Le fer de la lance lui érafle la peau, mais il s'en fiche complètement. Il jette la lance par terre et se rendort. Ouais, c'est particulier comme épisode. Mais assez métal, il faut l'avouer. Le lendemain, Gauvin et Lancelot voient passer un cortège par la fenêtre. Lancelot reconnaît Guenièvre parmi les prisonniers. J'ai oublié de vous dire qu'il était amoureux d'elle. De désespoir, il manque de se laisser tomber par la fenêtre, mais Gauvin le rattrape. Tous deux prennent congé et se lancent à la poursuite du cortège. Ils arrivent alors à un carrefour et demandent à une demoiselle si elle sait de quel côté la reine est partie. La demoiselle explique que les deux chemins mènent au même endroit, le royaume de Gorre, où Guenièvre a été emmenée. Chaque chemin est particulièrement périlleux et semé d'embûches. L'un mène au pont de l'épée, l'autre au pont sous l'eau. Le pont de l'épée est si tranchant qu'on ne peut le traverser sans se blesser. Quant au pont sous l'eau, il présente un risque de noyade assez évident. Lancelot choisit de partir du côté du pont de l'épée et Gauvin prend l'autre chemin. Suite à ça, Lancelot enchaîne une série de petites aventures. Il affronte un chevalier dans une rivière, puis passe la nuit chez une demoiselle qui demande à coucher avec lui. Lancelot la prend au pied de la lettre et se couche à côté d'elle, dans le lit, sans rien faire. Il a le sens de l'humour. Un ermite le conduit dans un étrange cimetière, où sont alignées des tombes, non pas destinées aux morts, mais aux vivants, avec des inscriptions telles que « Ici reposera un tel ». Lancelot reconnaît les noms de certains chevaliers de la table ronde comme Yvain et Gauvin. L'une des tombes est beaucoup plus grande et plus belle que les autres, mais recouverte d'une dalle que personne n'est capable de soulever. Elle est liée à une prophétie. Il est dit qu'elle ne pourra être levée que par un grand libérateur. Lancelot essaye sans trop y réfléchir et la soulève aisément, à la stupéfaction de l'ermite. C'est comme l'épée dans la pierre, mais en beaucoup moins connu. Ça reste stylé. Lancelot poursuit son chemin, logeant chez différentes personnes et en rendant divers services à droite à gauche. Un jour qu'il loge chez un seigneur quelconque, il est provoqué par un personnage appelé le Chevalier Orgueilleux. Ses raisons pour vouloir affronter Lancelot sont un peu floues. Il parle du pont de l'épée, rappelle l'épisode humiliant de la charrette, se mélange dans ses propos. Moi, ce que je comprends, c'est qu'il a juste envie de se bagarrer un coup. Ce qui est drôle, c'est que Lancelot n'est pas du tout chaud pour se battre,
et le fait vraiment parce qu'il n'a pas d'autre choix. Il s'arme avec autant de motivation que moi quand je m'apprête à passer la serpillière. Il affronte le chevalier orgueilleux avec une rage peu commune, mettant son armure en pièces. L'autre le supplie de l'épargner, et les choses auraient pu en rester là. Mais au moment où on s'y attend le moins, une demoiselle arrive sur les lieux, et réclame à Lancelot de trancher la tête du chevalier orgueilleux et de la lui donner. Elle affirme qu'il n'existe pas de chevalier plus félon et déloyal, et que ce ne serait pas un péché que de l'assassiner. Lancelot est embêté. Le code de la chevalerie l'oblige à accorder les requêtes des demoiselles quand elles le demandent, mais il lui impose aussi d'épargner un chevalier qui a demandé grâce. Face à ce dilemme, il propose au chevalier orgueilleux de prendre sa revanche. Et cette fois-ci, si Lancelot gagne, il aura le droit de le tuer quoi qu'il arrive. Le chevalier orgueilleux accepte immédiatement. Bon, manifestement c'était un imbécile fini, il ne manquera à personne. Lancelot donne la tête coupée à la demoiselle qui s'en va en promettant à Lancelot qu'elle lui rendra la faveur un jour. Encore une journée normale au royaume de Gore. Le lendemain, Lancelot arrive enfin au pont de l'épée. Il est de la longueur de 2 lances et les eaux en dessous sont assez violentes pour tuer quelqu'un. Lancelot traverse à 4 pattes, s'infligeant de cruelles blessures aux pieds, aux genoux et aux mains. Il est accueilli sur l'autre rive par Baudemagu, le père de Méléagant et roi de la contrée. Contrairement à son fils, Baudemagu est un brave type qui offre le séjour à Lancelot et de soigner ses blessures. Lancelot est impatient d'affronter Méléagant malgré le triste état dans lequel il a mis son corps. Le combat est prévu pour le lendemain. Lancelot vs Méléagant. Round 1. Lancelot est en difficulté à cause de ses blessures, mais il est tellement motivé à sauver Guenièvre qu'il finit par prendre le dessus. Voyant que son fils est en difficulté, Baudemagu supplie Guenièvre d'intercéder, et le combat est remis à plus tard. C'est une victoire pour Lancelot. Guenièvre est ainsi libérée, ainsi que tous les prisonniers du royaume de l'ogre. Mais quand Lancelot vient se présenter devant la reine, elle l'accueille avec froideur. Quoi ? Il vient de risquer sa vie 100 fois pour la sauver, et c'est ainsi qu'elle le récompense ? Triste et désemparé, Lancelot décide de partir à la recherche de Gauvin. Ah oui, Gauvin, c'est vrai ! Où est-ce qu'il est passé celui-là ? Alors qu'il est à la recherche de Gauvin, Lancelot se fait capturer par les gens du pays, qui le prennent pour un ennemi. La rumeur de sa mort se répand à la cour, et Guenièvre de tristesse se laisse dépérir. Alors, une deuxième rumeur se répand selon laquelle Guenièvre serait morte. Quand Lancelot l'apprend, il essaye de se donner la mort. Roméo et Juliette. Mais avant Roméo et Juliette. Heureusement, des gens sont là pour empêcher Lancelot de se tuer. De retour à la cour, Baudemagu le fait libérer. Lancelot se présente devant Guenièvre qui, cette fois-ci, lui fait bon accueil. Mais pourquoi l'avait-elle accueilli si froidement la dernière fois ? Eh bien, c'est que Lancelot avait commis une faute d'une gravité extrême. Il avait hésité un tout petit peu avant d'entrer dans la charrette. Bon, un peu de contexte. Est-ce que Guenièvre est cruel de reprocher ça à Lancelot ? Absolument, mais ça fait partie du jeu. Dans le schéma de l'amour courtois, l'amant est entièrement dévoué à sa dame. La force de sa dévotion est égale à la force de son amour. En hésitant à mettre son honneur et sa réputation en jeu, Lancelot a commis une faute envers l'amour. Mais c'est pas grave parce que tout est pardonné. Et maintenant, il est temps de consommer l'adultère. Wouh ! Lancelot et Guenièvre se donnent rendez-vous la nuit suivante. Afin d'entrer dans la chambre, Lancelot arrache les barreaux en métal de la fenêtre à main nue. Juste... Ok mec. Et passe la nuit avec Guenièvre. Le lendemain, Méléagant voit du sang de Lancelot sur les draps et accuse Guenièvre d'avoir couché avec le sénéchal Queue de toutes les personnes. Guenièvre et Queue s'en défendent, mais Méléagant ne veut rien entendre, et c'est donc l'heure du duel judiciaire. Lancelot vs Méléagant. Round 2. Lancelot n'a aucun mal à battre Méléagant cette fois-ci. Baudemagu intercède une fois de plus pour sauver son fils, et Lancelot repart à la recherche de Gauvin. Ah oui, Gauvin ! Le pauvre, il faudrait vraiment qu'on arrête de l'oublier comme ça. Lancelot part avec une escorte, mais se fait encore capturer par quelqu'un qui se fait passer pour un de ses amis. Ces gens, voyant qu'il ne revient pas, vont chercher Gauvin tout seul. Ils le retrouvent au pont sous l'eau, à moitié en train de se noyer. Il faut dire qu'il avait essayé de traverser le pont avec son armure. J'ai pas les mots. Gauvin, de retour à la cour de Baudemagu, on se lance à la recherche de Lancelot, mais on ne le trouve pas. Un messager arrive alors, avec soi-disant un message de Lancelot lui-même, affirmant qu'il se trouve à la cour d'Arthur, et que tout va bien. Guenièvre, Gauvin et le sénéchal Queue prennent congé de Baudemagu et retournent à la cour d'Arthur. Mais comme Lancelot n'y est pas,
Ils comprennent qu'ils ont été dupés. Vous savez quelle heure il est? L'heure d'organiser un tournoi, bien sûr. Il s'agit d'un grand tournoi auquel participeront tous les meilleurs chevaliers. Guenièvre a été invitée et, faute de mieux, elle y assistera. Et Lancelot, il est où pendant ce temps? Méléagant l'a fait enfermer. Ah oui, c'est embêtant. Mais il entend parler du tournoi et supplie l'épouse du gardien de le laisser partir, promettant qu'il retournera dans sa prison juste après. Étonnamment, elle accepte. Comme quoi, la chance sourit vraiment aux audacieux. Lancelot s'illustre au tournoi si bien que, parmi le public, personne ne doute qu'il en remportera le prix. C'est alors que Guenièvre, du beurre à s'amuser, lui fait parvenir un message pour tester un peu sa loyauté. Que Lancelot fasse le pire qu'il pourra. Lancelot obéit et fait semblant de ne plus savoir se battre. Si vous avez vu le film Chevalier sorti en 2001, ou A Knight's Tale en anglais, ils ont repris exactement cette idée. Guenièvre finit par laisser Lancelot gagner le tournoi parce que quand même, puis il s'esquive furtivement pour retourner à sa prison. Oui, il le fait vraiment. Vous pouvez vous dire que c'est une décision vraiment stupide de sa part. Et vous aurez peut-être raison, mais je me dis qu'il fait ça pour éviter de faire subir les représailles à la femme du gardien. Méléagant ne voudrait pas que Lancelot s'échappe à nouveau, et fait construire une gigantesque tour avec une seule fenêtre, dans laquelle il enferme Lancelot. Cette fois-ci, Lancelot est vraiment seul et sans allié. La tour est haute, solide, et personne n'en a connaissance. Qui pourra bien lui venir en aide? Quelqu'un à qui il aurait rendu service, peut-être? En fait, la demoiselle à la tête coupée, c'était la sœur de Méléagant depuis le début. Elle part à la recherche de Lancelot, et après des mois, finit enfin par le retrouver. Elle lui confie un pieu pour qu'il agrandisse la fenêtre, par laquelle il pourra s'échapper. Ainsi, elle aura payé sa dette. Lancelot la remercie chaudement avant de partir à la cour du roi Arthur, juste à temps pour... Lancelot vs Méléagant, Round 3. Ce combat est particulièrement violent, même dans le contexte d'un roman de chevalerie. Lancelot et Méléagant sont consumés par la haine, et se battent avec acharnement. Mais on le sait, on l'a déjà vu, Lancelot est un bien meilleur combattant et rien n'a changé. La seule différence, c'est que Baudemagu n'est pas là pour intercéder. Lancelot tranche la main de Méléagant, puis lui casse plusieurs dents. Méléagant suffoque de colère, il est trop fier pour demander grâce. Lancelot lui tranche la tête, et le roman s'achève dans un mouvement d'allégresse. En relisant ce livre, j'ai été surpris de voir à quel point la fin était abrupte. Après la mort de Méléagant, on a à peine quelques lignes pour conclure l'histoire, et on conserve le goût amer de la violence du dernier combat. C'est un peu triste de voir un personnage s'enfoncer à tel point dans son vice qu'il ne voit même pas qu'il s'autodétruit. Quant à Lancelot, eh bien, c'est un chevalier vraiment complexe. Est-ce qu'il est preux, valeureux, héroïque? Oui, mais il est surtout efficace, brutalement efficace même. Il enchaîne les épreuves avec une certaine impatience, il n'a que son objectif en tête et rien d'autre ne semble l'intéresser. Très souvent, quand il se bat, il se reproche à lui-même de ne pas avoir vaincu son adversaire plus vite. Et on se souvient qu'après avoir traversé le pont de l'épée, il refuse d'attendre la guérison avant d'affronter Méléagant. Son amour pour Guenièvre est à la fois sa plus grande force et sa plus grande faiblesse. Sa dévotion, portée à son paroxysme, frise le comique par moments. On pense à la scène où il est tellement obnubilé par la vision de Guenièvre qu'il manque de se laisser tomber par la fenêtre. Ou une autre scène que je n'ai pas mentionnée, dans laquelle il retrouve un peigne à Guenièvre, avec quelques cheveux encore accrochés aux dents, et il dévoue à ce simple objet une vénération quasi mystique. Ajoutons à cela que Lancelot est une figure de Messie. Son voyage au royaume de Gore est une figuration du voyage du Christ aux enfers, dont Méléagant et Baudemagu sont les gardiens. Plusieurs fois, le royaume de Gore est appelé le royaume dont on ne revient pas, et l'épreuve qualifiante de la tombe dans le cimetière, accompagnée d'une prophétie, participe de cette allégorie. Lancelot est donc une figure christique, et en même temps, il est coupable du péché d'adultère. C'est un paradoxe complet, mais c'est aussi ce qui fait la force du personnage.